pourquoi elle démarre pas cette caisse? Mais c'est vrai ça. Comment ça marche un moteur? Effectivement, Paul, comment ça marche un moteur? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, et c'est pour cela que dans cette vidéo, mes collègues et moi allons vous présenter le fonctionnement d'un moteur thermique. Mais d'abord, Paul, pour que tu comprennes comment ça marche, je vais tout d'abord te rappeler d'où ça vient. En effet, que ce soit à cheval ou à pied, les hommes ont toujours eu besoin de se déplacer. Et dans un contexte d'évolution, d'innovation, de rapidité, certains intellectuels se sont penchés sur le sujet et en 1862 sort le premier moteur thermique. Et cela grâce à monsieur Alphonse Baudin, un Français. Oui, mesdames et messieurs, un Français. Et c'est pourquoi, après plus de 160 ans d'innovation et d'évolution, qu'aujourd'hui, les moteurs thermiques sont devenus communs à nos sociétés. Mais tellement communs qu'à force, on ne sait plus comment ça marche. D'ailleurs, juste le fait de dire un moteur thermique est un abus de langage. On devrait dire un moteur à combustion interne. Pour reprendre les fondamentaux, le moteur, c'est comme le cœur pour l'homme, c'est vital. Ça explique pourquoi c'est aussi complexe. D'ailleurs, pour le fonctionnement d'un moteur, il faut 3 paramètres principaux. Il faut de l'air, de l'essence et de l'électricité. Vous prenez les 3 et là... Bon, je veux pas dire les gars, mais c'est quand même beaucoup plus précis que ça. Je vous montre. Dans tous les véhicules, l'admission commence par un filtre à air afin de ne pas laisser entrer les impuretés à l'intérieur du moteur. Ensuite, l'air est redirigé à quantité égale dans chaque cylindre à l'aide du collecteur d'admission, afin d'avoir la même quantité d'air et d'essence dans chaque cylindre pour pouvoir limiter les risques de combustion incomplète, soit les pertes d'énergie. Passons maintenant à l'échappement. L'échappement, c'est l'évacuation des gaz issus de la combustion à l'intérieur du cylindre. Mais comme vous vous en doutez, les combustions ne sont jamais parfaites. Il y a toujours des polluants ou des émissions nocives non désirées qui se créent à la suite d'une combustion incomplète. Celles-ci sont directement récupérées par le collecteur d'échappement depuis les cylindres et passent à travers un convertisseur catalytique qui les transforme en composants non dangereux. Et enfin, pour finir, nous avons le silencieux qui, comme son nom l'indique, permet de réduire les nuisances sonores. Bon bah voilà, vous savez tout d'un moteur thermique et je vais laisser mes acolytes terminer. Hop, 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 hop. Oh, c'est qui lui? C'est bien beau de vouloir foutre le feu à ton mélange là. Mais t'as pensé à la structure du moteur? Attends, je vous explique comment ça marche. On va prendre l'exemple d'un moteur 4 cylindres en ligne. Celui qui équipe quasiment toutes nos voitures aujourd'hui. Regardez, je vous montre. Bon, je vais déjà parler des pièces principales de notre 4 cylindres. Donc, les pièces qu'on retrouve le plus fréquemment, comme toujours le vilebrequin, la bielle et le piston qui ne forment qu'un seul ensemble, avec les chambres, soupapes et cam. Donc tout ça x4 pour composer notre 4 cylindres. Maintenant, je vais parler des mouvements de notre moteur. Mais pourquoi le nom de moteur 4 temps? Eh bien, c'est très simple. Parce que pour avoir une rotation des roues, il faut qu'il y ait 4 phases dans notre moteur pour provoquer une rotation. La première phase de notre moteur, c'est quand la tête du piston descend. Il va ainsi aspirer le mélange air-essence qui va passer par la lumière de la soupape. La deuxième phase, c'est quand ce mélange est compris dans le cylindre. La tête du piston va remonter pour compresser tout ce mélange. C'est la phase de compression. Lorsque le piston va être propulsé vers le bas grâce à la force de l'explosion, cela va entraîner un mouvement de rotation du vilebrequin. Cette troisième phase est ce qu'on appelle la combustion. Pour la quatrième phase, il n'y a rien de plus simple. Le vilebrequin va continuer sa rotation et propulser le piston vers le haut. Le piston va faire évacuer les gaz d'échappement produits par l'explosion du combustible. Et c'est ce mouvement de rotation continue du vilebrequin qui va faire tourner soit les roues avant ou arrière de votre véhicule. Mais c'est pas tout, il y a 2 autres facteurs qui rentrent en compte, la couple et la puissance. Mais ça, je vais laisser mon ami Paul en parler. C'est vrai que ça éclaircit énormément les choses, mais il y a encore un truc que je comprends pas, c'est... Je mets le même carburant que toutes les voitures, mais pourtant je me fais fumer. Ah, tu connais vraiment rien, cousin. C'est la base des voitures pour les personnes qui s'y intéressent. Chaque voiture a ses propres performances. D'ailleurs, des performances, on en distingue 2. Le couple et la puissance. Le couple, c'est la force de la voiture. C'est ce qui la fait avancer. Plus il y a de couple, plus la voiture pourra transporter des charges lourdes. La puissance, elle, c'est ce même couple multiplié par une vitesse de rotation du moteur.
T'auras sûrement remarqué que ta voiture accélère plus fort quand tu es haut dans les tours. Eh bien c'est pour ça, c'est la puissance. D'ailleurs, la puissance est tout le temps donnée à un certain régime moteur. Eh bien c'est pour ça, à ce certain régime moteur, la puissance est la plus élevée. Plus il y a de puissance, plus tu accéléreras fort avec ta voiture. C'est comme ça. Je t'ai parlé de régime moteur, ou encore vitesse de rotation du moteur. Et on a vu que cette valeur influait directement sur la puissance du véhicule. Eh bien, c'est grâce à ce régime qu'on définit notre conduite et quand est-ce qu'il faut passer la vitesse pour toutes nos voitures à boîte manuelle. Le moteur possède un meilleur rendement quand la courbe du couple et de la puissance se croisent. C'est là que la voiture accélère le plus fort. Mais il faut bien choisir le régime de son moteur. Pour une conduite économique et responsable, le mieux est de rester bas dans les tours. De 1500 à 2000 tours minute. C'est là qu'on consommera le moins. Mais on ne peut pas être trop bas dans les tours. En dessous d'un certain régime moteur, les explosions ne suffisent plus pour faire avancer la voiture. Elle broute et manque de caler à chaque instant. Un régime trop élevé, quant à lui, te fera consommer trop de carburant et conduire te reviendra bien plus cher. Et voilà, maintenant t'es un vrai pro de la conduite. Mais du coup, Paul, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as compris comment ça marche un moteur? Oui, merci. Grâce à vos explications, j'ai pu comprendre le fonctionnement global d'un moteur thermique. Et on espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez compris comment ça fonctionnait. En tout cas, moi j'y vais. Et je vous dis à plus tard. Vas-y, pousse. Allez, pousse. Allez.